Bonjour, bienvenue à tous à cette révision pour le module 3. Donc, de 1945 à 1980, la modernisation du Québec et la Révolution tranquille. Si tu te souviens bien, à la fin du module 2, les Alliés, constitués de l'Union soviétique, communément appelée l'URSS, les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada se sont rejoints à la ville de Berlin pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands. Une fois que ce fut le temps de démilitariser la zone, l'Union soviétique refuse de se retirer, ce qui va mettre en place la guerre froide. Donc, guerre froide de 1945 à 1991, un des conflits les plus marquants de l'histoire, même s'il s'agit, comme son nom l'indique, d'une guerre froide, parce qu'il n'y aura pas d'affrontement direct, heureusement. Donc, le monde se divise en deux à partir de Berlin, d'où le symbole du mur de Berlin. D'un côté, le bloc de l'Ouest, les États-Unis, ainsi que le Canada et tous les pays qui sont situés à l'ouest de Berlin, ou pratiquement, tous les pays qui sont situés à l'ouest de Berlin. Donc, France, Angleterre, États-Unis, Canada. Les États-Unis sont vraiment le leader de ce bloc-là, la superpuissance. Donc, ils font la promotion des idées économiques du capitalisme, c'est-à-dire l'entreprise privée, la compétition d'entreprises, la liberté, etc. Idéologie politique, la démocratie, le droit de vote, le droit d'élire le gouvernement et tout ça. En opposition, nous avons de l'autre côté le bloc de l'Est. Le pays leader est bien sûr l'Union soviétique qui englobe beaucoup de pays présentement. Donc, l'URSS. L'idéologie économique, c'est le communisme, donc tout appartient à l'État. Il n'y a aucune propriété privée, aucune liberté d'entreprise. C'est l'État qui gère tout. En plus, l'État n'est pas choisi, c'est une dictature, donc souvent les dictateurs vont s'emparer du pouvoir par la force et ils vont être là jusqu'à leur mort ou jusqu'à temps qu'ils cèdent le pouvoir à quelqu'un d'autre ou qu'il y ait un autre coup d'État. On revoit ici la petite caricature avec les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre côté et la fameuse bombe nucléaire. La grande peur du nucléaire. Donc, le monde est divisé en deux par le mur de Berlin, communément appelé le rideau de fer. Le monde entier a peur de l'arme nucléaire parce que la période de la guerre froide va être une véritable course à l'armement. On veut montrer qu'on est une superpuissance. Les États-Unis ont déjà lancé 2 bombes atomiques dans l'histoire pour finir la Deuxième Guerre mondiale avec les Japonais. L'URSS va aussi avoir la bombe atomique. La France, l'Angleterre, tout ça va développer la bombe atomique et même la Chine. Donc, le monde entier est terrorisé par une attaque nucléaire. Conflit en lien avec la guerre froide. Donc, nous avons 2 guerres qui se déroulent hors du territoire, qui sont au Vietnam et en Corée. Le Canada va d'ailleurs participer à la guerre de Corée, parce que la Corée du Sud veut être capitaliste, la Corée du Nord veut être communiste, et les 2 superpuissances, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS, vont financer indirectement chacun une partie de la Corée. Même chose pour le Vietnam. Donc, 2 conflits internationaux en lien avec ça. Le Canada, lui, dans la guerre froide, je te rappelle qu'il est extrêmement mal foutu. Si on regarde le monde vu du pôle Nord, nous avons d'un côté l'URSS qui est là, qui s'appelle aujourd'hui la Russie quand même, là, mais l'URSS est là. Et si on s'en va à vol d'oiseau, comme ça, il y a le Canada. Et mettons qu'on continuait la carte, il y a les États-Unis ici. Donc, le Canada est vraiment très mal foutu dans ce conflit-là, puisqu'il est directement situé entre les 2 puissances qui s'affrontent dans ce conflit. Donc, poursuivons. Le Canada est donc dans le bloc de l'Ouest, influencé par les États-Unis, d'où l'importance de l'américanisme qui va arriver à ce moment-là, la diffusion des idées américaines. Situation géographique problématique puisque le pays est situé entre les 2 puissances ennemies. Le Canada doit donc poser des actions dans cette guerre-là, même si le Canada ne peut pas rester neutre, il n'y a pas le choix, il est directement entre les 2. Donc, il va assurer la souveraineté du Canada dans l'Arctique. Et ça, pour assurer la souveraineté du Canada dans l'Arctique, il faut
peupler le territoire pour prouver qu'il est à nous. Donc, comment on va faire pour peupler le territoire? On va déplacer des populations inuites. Tu te rappelles, on va déplacer 7 grosses familles inuites qu'on va carrément abandonner sur le territoire de l'Arctique. On va installer aussi installation de bases militaires, hein? Donc des soldats vont devoir aller habiter dans l'Arctique canadien pour la durée de leur contrat, mais on va aussi installer des fameuses chaînes radars, comme on en voit une ici sur l'image, hein? Les chaînes, la principale, c'est la DLW, donc pour détecter des attaques nucléaires, permettent aux États-Unis peut-être d'avoir un temps de réaction un petit peu plus long. La guerre froide se termine dans notre module 4, OK? Donc beaucoup plus tard avec le démantèlement de l'URSS qui va éclater en 15 pays différents, dont la Russie, l'Ukraine, etc. Nous sommes dans une période d'après-guerre, hein? Donc prospérité économique. Il ne faut pas oublier qu'on vient juste de finir la Deuxième Guerre mondiale, mais que nous sommes aussi encore en guerre. Donc, c'est une période de prospérité économique. Les gens, la population a beaucoup d'argent, OK? Donc, pendant la guerre, tu te rappelles, on a souvent double salaire, l'homme, la femme, et personne ne peut dépenser. L'homme étant à la guerre, la femme étant ici rationnée pendant la guerre, personne ne peut dépenser. Donc, influencé aussi par le mode de vie américain, on tombe vraiment dans une société de consommation. Donc, on appelle ça de l'américanisme, comme tu peux le constater. Donc, isme, j'ai mon mouvement de pensée, hein, ça me dit que c'est une idéologie. American, donc américain, influencé par les Américains. Donc, ce mode de vie-là est diffusé principalement par la télévision qui fait son apparition au Canada dans les années 1950. La télévision va diffuser des publicités, des films aussi qui sont tournés à Hollywood, des publicités qui nous encouragent à acheter les nouveaux produits, le cinéma qui nous montre un mode de vie, des émissions, hein, on a parlé entre autres du Ed Sullivan Show, la musique, etc. Donc, bref, on veut absolument vivre comme les Américains. On écoute leur musique, on veut manger leur nourriture, on veut vivre comme eux. Donc, c'est aussi une période de modernisation incroyable avec l'arrivée des gros électroménagers. Donc, laveuses, sécheuses, frigo, hein? Donc, l'arrivée des gros électroménagers, je te rappelle que les petits étaient arrivés durant les années folles. Le fameux bungalow, hein, qui a un impact assez incroyable parce que là, maintenant, tout le monde veut avoir son espace. Donc, ça nous amène à de l'étalement urbain. L'étalement urbain qui est possible aussi avec l'arrivée de la voiture. Donc, avec l'arrivée de la voiture, c'est sûr qu'il va y avoir la création de routes, de ponts, etc. On peut vivre maintenant plus loin de notre travail. Donc, l'augmentation de la population en ville, mais aussi avec l'arrivée de l'automobile, engendre un phénomène d'étalement urbain. Cet étalement urbain-là va causer les fameuses banlieues, hein? Phénomène quand même assez spectaculaire. Donc, création de, par exemple, Roqueforest, Fleurimont, etc. Mais principalement à Montréal, on s'entend à cette époque-là. C'est principalement à Montréal, donc création de Laval, Longueuil, Candiac, hein, ainsi de suite. Les frontières étant réouvertes aussi, parce que je te rappelle qu'ils ont été fermées extrêmement longtemps, nos frontières, hein, parce qu'ils ont été fermés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont été aussi fermés pendant la crise économique qui venait avant. Donc, depuis 1929, là, les frontières pour l'immigration sont très fermées. En fait, OK, il faut vraiment répondre à des critères extrêmement complexes pour pouvoir immigrer. Donc, avec la réouverture des frontières, qui, je te rappelle, étaient fermées depuis 1929, on va vraiment avoir un accroissement incroyable de l'immigration. On se rappelle aussi que, hein, pour éviter ce qui est arrivé aux Juifs, entre autres, je te rappelle le bateau du Saint-Louis qui a été retourné, l'ONU va créer le fameux statut de réfugié. Donc, avec l'augmentation de l'immigration, la réouverture des frontières, la création du statut de réfugié, on va voir apparaître sur le territoire urbain, je dis bien urbain, hein, parce que c'est toujours en ville, des fameux quartiers ethniques qui vont se développer au fil du temps, qui vont grossir et devenir très importants culturellement. La Première Guerre mondiale sa fin a été très mal gérée et a entraîné une crise économique. Hein? Donc, nous, ici au Québec, on va avoir peur que le phénomène se reproduise. On va donc
créer, on va donc élire, en fait, un homme avec qui on est sûr que ça ne se reproduira pas, M. Maurice Duplessis, que vous voyez ici. Maurice Duplessis et son parti de l'Union nationale sont un parti extrêmement conservateur, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de changement. Maurice Duplessis, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est d'éviter une crise économique. Donc, il va axer énormément sur l'économie, et tout ça va avoir un prix éventuellement. Donc, au niveau des facteurs démographiques, ça va être le fameux baby boom. Une augmentation, mais spectaculaire, et je dis bien spectaculaire, des natalités. Nous sommes dans une période de prospérité d'après-guerre. La religion catholique fait un retour en force avec Maurice Duplessis et la contraception est interdite, c'est illégal. Donc, il y a vraiment ici un boom de natalité. C'est le facteur démographique par excellence. C'est ça qui fait accroître la population. Oui, il y a de l'immigration européenne, oui, mais ce n'est pas le principal facteur d'accroissement de la population. De 1945 à 1960, c'est vraiment le nombre de bébés, le fameux bébé boom. Donc, comme je te disais, Maurice Duplessis va axer sur le développement économique. Comment il va faire? C'est principalement dans l'exploitation des ressources naturelles. Le fameux bouclier canadien au Québec, OK, est très, très riche en richesses naturelles. Donc, Maurice Duplessis va inviter des compagnies américaines, il va leur vendre, tu te rappelles, il va faire énormément de trucs pour les attirer ici, entre autres vendre nos richesses naturelles comme le fer à 1 cent la tonne, ce qui est très encourageant. Donc, il veut exploiter les richesses naturelles, le fer principalement, l'amiante qui va se développer aussi, OK? Donc, il veut vraiment exploiter les richesses naturelles, créer de très, 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 très grosses mines. Mines, oui, pourquoi ça ne fonctionne pas? Oh, OK. De très, très grosses mines, et ça va développer 2 nouvelles régions ici, que bien sûr, tu dois être capable de me situer sur une carte, le nord du Québec, qui s'appelait à l'époque le Nouveau-Québec, mais aussi la Côte-Nord. Le principal pays, c'est les États-Unis, qui sont le principal pays investisseur. C'est les États-Unis que Maurice Duplessis veut aller séduire. Donc, c'est là qu'il va chercher ses investisseurs qui vont venir ici être propriétaires de mines, mais créer de l'emploi dans les mines. C'est ça que Maurice Duplessis veut, créer de l'emploi pour éviter une crise économique au retour de la guerre. Les échanges, les exportations entre les 2 pays, c'est-à-dire entre le Canada, principalement la province de Québec, et les États-Unis, deviennent tellement importantes que Maurice Duplessis va créer un super gros projet, un des plus gros projets de l'histoire, un projet économique, mais de transport, la fameuse voie maritime du Saint-Laurent que tu vois ici, C'est la reine qui est venue inaugurer avec son fameux yacht Royal, le Britannia, la fameuse voie maritime du Saint-Laurent qui fait en sorte que l'océan Atlantique est navigable jusqu'aux Grands Lacs. L'ensemble des Grands Lacs est navigable. Donc, par exemple, le fer qui part de Shefferville peut se rendre en train jusqu'à Sept-Îles, ensuite prendre le bateau et se rendre, par exemple, dans des villes américaines comme Chicago, Détroit, Buffalo. Détroit qui était la capitale d'automobile, entre autres, à ce moment-là. Donc, Maurice Duplessis est aussi un fervent conservateur, comme je te l'ai dit, donc il encourage le mode de vie rural et la religion catholique. C'est pourquoi il veut moderniser les fermes pour augmenter le salaire des agriculteurs, mais aussi pour éviter que les gens quittent la campagne pour s'en venir à la ville. Il trouve qu'il y a beaucoup de monde là, qui s'en viennent en ville, donc il veut freiner cet exode rural-là. Comment il va faire? En modernisant les fermes, mais en modernisant aussi les maisons là, du milieu rural. Donc, il va entreprendre un super gros projet d'électrification rurale. Projet que nous voyons ici. On voit des hommes grimper dans un gros poteau électrique et mettre des fils. Donc, ce n'est pas de mettre des poteaux, bien sûr, mais c'est bien d'apporter l'électricité dans les fermes, augmenter le rendement. Et ça permet aussi là, aux gens, aux habitants des zones rurales du Québec, d'avoir accès, eux autres aussi, aux gros électroménagers ainsi qu'aux petits parce qu'ils ne l'avaient pas. Donc, une certaine modernité qui arrive là.
Au niveau politique, ben Maurice Duplessis est une tête de cochon, si je peux me permettre. Donc, il veut absolument qu'on respecte les champs de compétences dans la Constitution. Tu te rappelles que quand l'acte de l'Amérique du Nord britannique a été mis en place en 1867, il y a eu un partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc, Maurice Duplessis souhaite absolument qu'on respecte ses droits constitutionnels en respectant ses champs de compétences. On appelle ça de l'autonomie provinciale. Si tu te rappelles bien, Honoré Mercier voulait la même chose dans le chapitre 1. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fait les conférences interprovinciales. Là, Maurice Duplessis veut son autonomie, le respect de ses champs de compétences. Et pour ce faire, entre autres, il va refuser les subventions pour les universités parce que les universités, c'est un champ de compétences provincial. Hein? Ça va avec l'éducation, c'est provincial. Le fédéral veut donner de l'argent. Duplessis dit non, c'est à moi, c'est mon champ de compétences, je ne veux pas de votre argent. Autre preuve de son autonomie, il va mettre en place le fameux fleur de l'Élysée, le fameux drapeau du Québec qu'on appelle communément. Et pour payer tout ça, il va mettre en place aussi l'impôt provincial. Donc, un impôt. Hein, le Québec va être la première province canadienne à payer double impôt, à faire double rapport d'impôt, parce que Maurice Duplessis veut avoir les moyens de payer ses champs de compétences. Au niveau social, bien, Maurice Duplessis, lui, soit aimé ou détesté. Donc, il est aimé, bien sûr, par le clergé, par l'Église catholique, puisqu'ils ont énormément de pouvoir. Hein? Maurice Duplessis finance, mais c'est l'Église qui s'occupe de la santé, de l'éducation et de l'aide sociale. Donc, santé, éducation, aide sociale, c'est toute l'Église qui gère ça. Elle a donc une influence incroyable. Au niveau des agriculteurs aussi, il est très, très, très apprécié. Hein? Il est conservateur, il encourage le mode de vie rural. Donc, il va privilégier souvent les agriculteurs dans ses décisions. Il va, par exemple, mettre en place le crédit agricole, des subventions, l'école et sans oublier la fameuse électrification rurale. Il peut aussi être détesté, Duplessis. Hein? Il peut vraiment être détesté. Donc, il y a des groupes qui s'opposent à lui. Hein? Des groupes qui s'opposent à lui, entre autres au niveau des syndicats. On sait que dans les mines, oui, Maurice Duplessis a créé de l'emploi, a fait venir des investisseurs ici, tout ça, sauf que les conditions de travail dans les mines pour les mineurs, c'est vraiment très, très, très difficile. Donc, par exemple, en 1949, il va y avoir la grosse grève de l'amiante, hein, la grosse grève de l'amiante qui va dégénérer en grève extrêmement violente, avec l'armée, les policiers, etc. Les artistes aussi, hein, les artistes veulent dénoncer, en fait, l'omniprésence de l'Église dans la société. Donc, ils vont publier le Refus global que vous pouvez voir ici. Hein? Donc, le Refus global qui est une œuvre artistique importante qui dénonce, en fait, l'omniprésence de l'Église en éducation, en santé, partout dans la société. Les artistes, par des peintures, des poèmes ou un manifeste, dans le fond, ils vont dénoncer le fait que l'Église nuit à la modernité du Québec. Au niveau des intellectuels de l'époque, qui sont en réalité pratiquement de futurs premiers ministres, on parle ici, par exemple, de Pierre-Éliott Trudeau, de René Lévesque et tout ça, ils vont fonder une revue qui s'appelle la revue Cité Libre, hein, Cité Libre, pour dénoncer, en fait, la corruption et les agissements du gouvernement Duplessis, qui n'est pas toujours très, très réglo, soit dit en passant. Donc, se sentant étouffée, et la jeunesse se sent très, très, très étouffée par le conservatisme de Duplessis. Donc, quand Maurice Duplessis meurt, pouf, c'est un vent de changement qui souffle avec la Révolution tranquille. Révolution tranquille avec, super blague, Monsieur Lesage, le tranquille, Monsieur Lesage. Donc, le slogan est très simple, c'est tant que ça change. Donc, de 1960 à 1970, 66, tu te rappelles que la Révolution tranquille, c'est pas des dates extrêmement précises, hein, c'est des dates, le changement, certains vont la faire durer même jusqu'à 1980, là, parce que c'est ça, beaucoup, beaucoup de changements. Donc, énormément de changements, énormément de mots de vocabulaire aussi à retenir. Bon, ici, par exemple, la fameuse laïcisation. C'est-à-dire qu'on retire l'Église
de plusieurs institutions. Hein? Il va y avoir vraiment une séparation entre l'Église et l'État, séparation de l'Église et de l'État. Là, on fait attention, on ne peut pas laïciser l'Église, hein? Mais on peut laïciser la santé, on peut laïciser l'éducation, on peut retirer, dans le fond, le clergé de ces domaines-là. C'est-à-dire, comme je le disais ici dans d'autres mots, que la religion ne gère plus ces domaines-là. La religion ne gère plus l'éducation, ne gère plus la santé. C'est le gouvernement de l'OSAGE par des ministères qui reprend le contrôle de ces domaines-là. Au niveau de l'éducation, bien, pourquoi on fait ça, en fait? Parce que les programmes scolaires ne sont pas à jour, ne sont pas adaptés à une société plus moderne. On est encore très axé sur la religion, tandis que le reste du Canada et même des États-Unis ont des programmes très scientifiques, mathématiques, langues et autres. L'enseignement est donc peu qualifié. Il y a un très faible taux de diplomation chez les Canadiens français. Donc, on va lancer une grosse commission d'enquête pour faire la lumière sur cette problématique-là. Et cette commission d'enquête va déposer son rapport, le fameux rapport parent, hein, et l'éducation parent. Ha, ha, ha. Donc, 1963, le fameux rapport parent qui suggère énormément de changements dans le monde de l'éducation. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place un système d'éducation plus performant et mieux adapté à la société moderne, améliorer la justice sociale, parce que je te rappelle que l'égalité est la valeur centrale de la Révolution tranquille. Donc, au niveau des changements importants qui arrivent là, il y en a une tonne. Bon, premièrement, on retire l'Église, donc laïcisation. On va créer le ministère de l'Éducation pour remplacer l'Église. On va mettre en place un réseau incroyable de commissions scolaires, de polyvalentes, de cégep. On va offrir la gratuité scolaire de tout le long des polyvalentes. Okay? On va mettre en place le réseau des universités du Québec pour que tout le monde y ait accès. Des changements très importants. En santé, c'est le même principe. On va laïciser le système de santé. En fait, c'est l'Église qui s'occupait de ça et l'Église pouvait faire payer les clients. Des fois, c'était trop cher, ça ne fonctionnait pas, les gens n'étaient pas capables de se payer des soins. Donc, on veut mettre un meilleur système en place qui est plus équitable pour tous et c'est pour ça qu'on va mettre la première marche pour la gratuité scolaire qui est la loi sur l'assurance hospitalisation. Donc, la loi sur l'assurance hospitalisation, si le médecin te demande de faire dodo à l'hôpital, te donne un lit, c'est gratuit. Mais si tu sors, tu dois payer. Hein? Donc, des fois, l'opération était gratuite et le suivi post-opératoire était payant. Mais quand même, c'est la première étape vers la gratuité des soins de santé. Au niveau des femmes, oh boy, la période de changement est probablement la plus importante durant cette période-là. Donc, premièrement, nous avons ici Mme Marie-Claire Kirkland Casgrain, qui est la première femme à être élue en politique. Donc, elle est élue députée à la Chambre d'Assemblée. C'est elle qui remporte la circonscription. Elle va donc aller représenter sa circonscription comme députée. Hein? Sauf qu'ensuite de ça, elle va même être nommée par l'équipe de Jean Lesage. Par Jean Lesage, elle va être nommée ministre des Transports. Sauf qu'elle a un super problème, cette belle Marie-Claire-là, c'est que sa signature n'est pas légale. Donc, elle ne peut pas signer de projet de loi. Elle est obligée de demander la permission de son mari pour se rendre au Parlement. C'est son mari qui doit lui réserver une chambre d'hôtel, etc. Elle n'a aucun droit comme femme, elle est sous la tutelle de son mari. Elle va donc s'attaquer à ce problème-là. Et nous avons ici un changement super majeur en 1964 avec l'adoption de la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. En fait, ce que ça fait, c'est que la femme devient une personne. Légalement parlant, elle devient une personne. Donc, sa signature est légale, elle n'est plus sur la tutelle de son mari. Elle peut donc ouvrir un compte en banque, recevoir son propre salaire, etc. Une fois que sa signature est légale, on va s'attaquer maintenant à d'autres droits. On amène encore le féminisme plus loin. Et c'est là qu'on va faire décriminaliser la contraception. Donc, les moyens de contraception deviennent légaux. Donc, la pilule contraceptive, par exemple, peut maintenant être prescrite comme moyen de contraception. Il y a aussi la mise en place de l'avortement thérapeutique, c'est-à-dire que ça prend encore un conseil des médecins qui décide si tu peux te faire avorter ou non. Mais au moins, l'avortement est permis.
Au niveau des syndicats, bon, encore une fois, c'est la laïcisation qui nous revient. Laïcisation des syndicats, donc c'est la fin de la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui explose en fait en 3 grandes centrales syndicales, la FTQ, la CSN et la CEQ. Donc, 3 grandes centrales hyper puissantes. Bien sûr, avec l'arrivée de la contraception, il y a une grande diminution des naissances. Hein? Il faut comprendre que les mentalités changent, les femmes sont plus épanouies, les femmes sont plus sur le marché du travail, les femmes vont aux études, la religion est moins importante. Donc, elle diminue son influence et bien sûr, la contraception qui est là. Donc, on a une diminution des naissances, une diminution marquée, tellement marquée qu'on appelle ça de la dénatalité. Bref, on ne fait plus assez d'enfants pour le taux, pour pouvoir conserver une population exacte. Donc, nous allons avoir besoin d'immigration. Et c'est là que le Québec va être non discriminatoire et mettre en place une grille, la grille d'immigration, qui fait en sorte que maintenant, l'immigration, elle est visible, si je pourrais dire ça, puisqu'elle est non discriminatoire. Elle est maintenant basée sur des critères culturels, des critères ethniques, des critères historiques, bien plus que sur la couleur de la peau. Donc, on va recevoir, par exemple, des Africains. Hein, il y a beaucoup de pays en Afrique qui parlent français. Donc, on va recevoir des Africains, on va recevoir des Européens, on va recevoir beaucoup de gens en provenance d'Asie, etc. Au niveau des changements économiques, de gros changements aussi ici avec, bien sûr, la nationalisation. Mot que tu dois apprendre. National, donc à la nation, nationalisation. C'est-à-dire qu'avec René Lévesque, en tant que ministre des Ressources naturelles, je te rappelle qu'on est sous le gouvernement de Jean Lesage. Donc, avec René Lévesque comme ministre des Ressources naturelles, on va avoir l'idée, hein, parce qu'en fait, il y en a qui payent beaucoup plus cher que d'autres leur électricité, vu que c'est des compagnies privées. Hein, plus tu es loin, plus je peux te charger cher, plus tu en as besoin, plus je peux te charger cher, etc. Il y a même des endroits où les compagnies privées refusaient d'aller. Donc, il y a des endroits qui n'avaient pas l'électricité. Hein? Et aussi, on se rend compte de la richesse naturelle incroyable que représente le potentiel hydroélectrique du Québec. Donc, pour régler tous ces problèmes-là, René Lévesque, sous le gouvernement de Jean Lesage, a l'idée de racheter toutes les compagnies d'hydroélectricité du Québec. Donc, il y avait 11 compagnies privées sur le territoire du Québec. L'État, le gouvernement, les rachète toutes. Donc, c'est ce qu'on appelle la nationalisation. C'est en fait le seul monopole qui existe au Québec présentement, c'est le monopole d'Hydro-Québec. Hein? Donc, l'hydroélectricité devient propriété de l'État. On fait attention, par exemple, ce n'est pas la création d'Hydro-Québec, parce qu'en fait, Hydro-Québec existait déjà sur l'île de Montréal. On se rappelle du gouvernement Godbout, hein, pendant la Deuxième Guerre, qui avait acheté, hein, les compagnies d'électricité chargeaient cher pour les usines qui avaient besoin de produire pour la guerre. Donc, sur l'île de Montréal, Godbout avait déjà acheté toutes les compagnies. Donc, c'était le début d'Hydro-Québec, mais à Montréal seulement. René Lévesque, avec le gouvernement Lesage, va étendre ce projet-là à l'ensemble du territoire. On va aussi créer des sociétés d'État. Donc, le nom le dit, ce sont des sociétés qui appartiennent à l'État, donc des entreprises ou sociétés qui appartiennent au gouvernement. Par exemple, la Société générale de financement, la Caisse de dépôt et de placement. Aujourd'hui, là, il y en a plus d'une vingtaine, OK, de sociétés d'État. Le but, c'est de reprendre le contrôle de notre économie. OK? Il faut reprendre le contrôle de notre économie qui appartient principalement à des étrangers. Donc, on veut diminuer le pourcentage des capitaux étrangers, principalement américains, là, on ne se le cachera pas, pour reprendre et développer des entreprises québécoises pour pouvoir gérer nous-mêmes notre économie et avoir un potentiel économique important. Donc, par exemple, la Société générale de financement prête de l'argent à des compagnies dans lesquelles elle a espoir, des compagnies québécoises, pour les aider à se développer, ce qui fonctionne très bien. Il y a des sociétés d'État qui ont comme mandat aussi de
protéger, hein, de diffuser, etc. Bref, plein de choses, hein, comme par exemple le Musée de la civilisation, l'Auto-Québec, plein de trucs comme ça là, qui existent. Donc, l'État devient, avec la laïcisation, hein, la laïcisation du système d'éducation, la laïcisation du système de santé, l'État devient le principal employeur, surtout qu'il va faire de très grands projets au niveau de la construction. Hein. Les grands projets, tu te rappelles de notre fameux tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, l'Expo 67, etc. Donc, beaucoup d'emplois créés dans ce domaine. Donc, l'État devient le principal employeur et c'est sûr que ses dépenses. Qu'est-ce qui se passe avec les dépenses? Eh bien, elles explosent. Plus. Ça coûte vraiment cher, ça. Au niveau culturel, il y a des changements très importants. Entre autres, à partir des années 1960, le Québec va commencer à s'illustrer sur la scène internationale comme étant vraiment une société distincte, donc différente du Canada. On va recevoir, entre autres, l'Expo universelle de Montréal, la fameuse Terre des Hommes, communément appelée l'Expo 67. Je te rappelle que c'est pour célébrer les 100 ans de la création du Canada, donc de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, hein, la formation de la Fédération canadienne. Donc, on reçoit plus de 50 millions de visiteurs quand même, et ça met vraiment le Québec sur la map, hein, internationalement. C'est aussi la naissance d'un nationaliste québécois qui prendra encore plus d'ampleur avec Charles de Gaulle à l'Expo 67 qui va dire « Vive le Québec! Vive le Québec libre! » Donc, naissance d'un nationaliste québécois. Donc, ça, c'est ceux qui souhaitent l'indépendance, la souveraineté du Québec, qui veulent que le Québec devienne un pays, qu'on se sépare du Canada. Dans cette optique-là, avec la montée du nationalisme, on a ici, en 1968, M. René Lévesque, qui fonde le Parti québécois, donc le fameux PQ. Hein? Donc, un parti politique, le Parti québécois, qui a vraiment pour mission de faire du Québec un pays indépendant. Ensuite de ça, on assiste à l'élection de M. Robert Bourassa, que vous voyez ici. Bonjour, Robert. Donc, Robert Bourassa, chef du Parti libéral du Québec, qui entre en poste en 1970. Dès son élection, hein, tu te rappelles que là, il y avait eu la montée de mouvements souverainistes. Donc, dès son élection, les souverainistes ne sont pas contents. Parce qu'en fait, ils savent qu'avec Robert Bourassa, il n'y aura pas l'indépendance du Québec. Hein, c'est le Parti libéral du Québec. Donc, lui, il veut rester avec le Canada, ça, c'est sûr. Donc, certains groupes terroristes qui avaient déjà commencé des actions dans les années 1960, par exemple le FLQ, qui avait déjà posé des bombes, soit dit en passant, dans les années 1960, eh bien là, le Front de libération du Québec passe à l'action et déclenche la crise d'octobre. Leur but est simple, l'indépendance du Québec. Ils utilisent la violence, je te le rappelle, donc des bombes. Ils vont enlever. Ils vont kidnapper, premièrement, le diplomate britannique James Cross. Ils vont envoyer un manifeste à la télévision qui est un texte incroyable, qui est pour dire, qui doit être lu en direct à la télévision pour expliquer ce qu'est le FLQ et c'est quoi leur but. Tu te rappelles, on l'a vu en classe, là, n'est pas le Robin des Bois des temps modernes. Donc, ça donne pas l'effet escompté. Ils vont donc kidnapper Pierre Laporte, le ministre des Transports. Ensuite de ça, il y aura réaction du gouvernement avec l'application de la loi sur les mesures de guerre. Et ça, c'est spectaculaire parce que nous ne sommes pas vraiment en guerre. Mais Pierre-Éliott Trudeau, ce qu'il veut, c'est la suspension de la Charte des droits et libertés. L'armée va intervenir, c'est très spectaculaire là, dans les rues de la ville. L'armée va intervenir. On envoie des soldats protégés et faire le guet, on cherche les membres du FLQ. Donc, voici une photo du manifeste, voici une photo de l'armée. Malheureusement, Pierre Laporte sera retrouvé mort dans le coffre d'une voiture et les membres de la cellule Chénier seront arrêtés, ce qui met fin à la crise d'octobre. Robert Bourassa n'a vraiment pas un beau mandat, on s'entend, là, il commence avec la crise d'octobre et en 1972, il va devoir faire face à la plus grosse grève de l'histoire du Québec. Donc, la fameuse grève du Front commun. Les trois grandes centrales syndicales vont s'unir ensemble
pour négocier une nouvelle convention collective, d'un nouveau contrat de travail, dans le fond, pour tous les fonctionnaires. Ils vont donc déclencher une grève générale illimitée. Le Québec est complètement paralysé. Il n'y a plus aucun service public. Donc, Robert Bourassa décide d'obliger par une loi spéciale les employés à retourner au travail. Les chefs syndicaux, donc le chef de la FTQ, le chef de la CSN et le chef de la CEQ, vont dire non, ne retournez pas travailler. Ils seront donc arrêtés. Wow, arrêtés. On a une image ici très importante du Front commun. Devant cette arrestation-là, jugée presque illégale, OK, donc le secteur privé se joint à la grève du secteur public, ce qui paralyse encore plus le Québec. Les chefs syndicaux seront relâchés et les négociations vont reprendre. C'est la plus grande amélioration de l'histoire des conditions de travail pour les fonctionnaires. Okay? C'est vraiment assez incroyable comme négociation. Il ne faut pas oublier que tout le monde était paralysé. Sauf qu'après ça, Robert Bourassa va mettre en place une série de lois spéciales pour garantir, entre autres, les services essentiels en temps de grève comme la police, les pompiers, les hôpitaux, etc., ne peuvent pas faire la grève tous en même temps. Les soins doivent absolument être donnés. Ce qui est intelligent. Robert Bourassa va aussi être considéré comme le père fondateur du grand projet du siècle, le développement hydroélectrique de la Jamaisie. Tu vois, toute cette région-là, tu as la baie James qui est là, hein? La rivière La Grande, la rivière Etchemin ensuite. Donc, on commence par la phase 1, le développement de la rivière énergétique de La Grande. Donc, c'est la construction de 4 barrages, le plus grand complexe hydroélectrique de l'histoire. Par contre, ce complexe hydroélectrique-là amène l'inondation de terre et ça se fait sur le territoire des Cris qui n'ont pas été consultés. Donc, les Cris et les Inuits, représentés par leur chef Billy Diamond, vont apporter le gouvernement du Québec devant les tribunaux et ils vont gagner. Donc, le projet va être complètement arrêté pendant près de 2 ans. C'est pourquoi le gouvernement va négocier, et ça, on va en arriver à la signature d'une entente qui s'appelle la Convention de la baie James et du Nord québécois. On voit ici la signature de cette entente-là, qui accorde, oui, un montant d'argent, hein, mais qui accorde aussi un droit de regard au CRI sur les développements futurs, ce qui va être important dans notre module 4. Au niveau des changements démographiques, bien, ça se continue. L'immigration est de plus en plus forte. La provenance des immigrants est de plus en plus diversifiée. On est vraiment ici dans une société multiethnique. Et si on fait des liens, hein, bien, c'est sûr que les quartiers ethniques se développent encore plus. Il y a énormément d'immigrants. Il y a beaucoup d'immigration. C'est de plus en plus multiethnique. Et la plupart des allophones, c'est-à-dire les immigrants qui arrivent ici, qui ne parlent ni français ni anglais, choisissent d'aller à l'école anglaise. Donc, nous avons un problème avec la langue française qui est menacée. Hein? Donc, en 1969 et en 1974, le gouvernement de Bourassa va mettre en place des lois pour protéger la langue française. Hein, des lois linguistiques dans le but de protéger la langue française qui est menacée. Donc, nous avons la loi 63, la loi pour promouvoir la langue française au Québec, qui va causer d'ailleurs une émeute incroyable à Saint-Léonard. Et nous avons aussi la loi 22, la loi sur les langues officielles, qui impose des tests de connaissances pour ceux qui veulent fréquenter l'école anglophone. Bref, ces lois-là, les anglophones les trouvent trop sévères et les francophones souverainistes, OK, les vrais nationalistes québécois, ne les trouvent pas assez sévères. Donc, elles font le bonheur de personne, finalement. En raison principalement des lois linguistiques, mais aussi des Jeux olympiques et du budget incroyable que cela va coûter, en 1976, à la surprise générale, le gouvernement souverainiste de Lévesque est élu. Le gouvernement de Lévesque dit, oui, il va y avoir, hein, tu t'en rappelles qu'il est souverainiste, le Parti québécois. Il dit, oui, il va y avoir un référendum sur l'indépendance du Québec d'ici la fin de notre premier mandat. Donc, il a 4 ans pour faire le référendum. Bien sûr, avant ça, il veut prouver qu'il peut être un super bon gouvernement. La première loi qu'il met en place, c'est en 1977, la fameuse loi 101, la fameuse
loi sur la charte de la langue française, qui fait du français la seule et unique langue officielle du Québec, qui fait vraiment très réagir. Donc, les Anglais sont extrêmement mécontents. Il va y avoir des manifestations. On va, dès son entrée en vigueur, la contester devant les tribunaux. Il va y avoir un exode massif aussi d'anglophones qui vont quitter le Québec pour aller s'installer dans d'autres provinces canadiennes. La loi 101 est la loi la plus modifiée de l'histoire, OK, devant les tribunaux. Donc, toujours la même chose pour les lois linguistiques, la même cause, la diminution ou la menace du français. Toujours le même objectif, protéger la langue française. Donc, durant son premier mandat, l'évêque veut prouver par une série de lois, par une série de réformes, qu'il peut être un bon gouvernement et qu'il serait capable de diriger un pays si le Québec devenait un pays indépendant. Donc, il va mettre en place, par exemple, la DPJ, pour protéger les enfants. Il va mettre en place les zones de zonage agricole pour protéger les territoires agricoles. Il va changer le code du travail, interdire, entre autres, les SCAB, les briseurs de grève, mais aussi mettre la cotisation syndicale directement sur la paye, la formule rente. Il va mettre en place la loi sur l'assurance automobile. Il va créer les permis de conduire. Il va créer la loi sur les normes du travail. Il va mettre en place la loi sur la santé et sécurité au travail. Bref, il met en place plusieurs mesures que les francophones demandaient depuis longtemps, en fait, pour la plupart de ces mesures-là. Il les met en place pour tenter de les convaincre qu'ils pourraient diriger un pays. Et c'est là qu'on va en arriver au référendum avec le module 4 qui sera dans une autre capsule. Bonne journée tout le monde!